Grimbach, ça fait quoi de travailler avec Ashoka pour un premier documentaire? Travailler avec Ashoka, en fait, ce film ne serait jamais né sans cette rencontre-là, parce qu'il y a 2 ans, donc, cette association, qui est, comme tu l'as dit tout à l'heure, le premier réseau d'entrepreneurs sociaux au monde, m'a appelé au départ pour me demander d'aller filmer 4 écoles et d'en faire des vidéos de 3 minutes. Alors, ils m'ont demandé d'aller filmer ces 4 écoles parce que, en plus de transmettre les savoirs fondamentaux, elles avaient l'ambition de développer chez les élèves des qualités de confiance en soi, d'empathie, de coopération, de créativité et de prise d'initiative, avec le but assumé d'en faire une génération de citoyens qui auront envie de transformer la société qui les entoure. Le problème, c'est que moi, je suis rentrée, ayant beaucoup de mal à respecter les consignes depuis ma plus tendre enfance, je suis rentrée avec 26 heures d'images, donc pour faire des vidéos de 3 minutes. Et donc, on a décidé de faire un film qui s'est donc s'appelle Une idée folle. On peut retrouver où ? Et pour lequel on peut organiser des projections citoyennes un peu partout. Toutes les dates de projection sont sur le site internet, et le DVD est maintenant accessible en précommande. Et donc, on a décidé de faire un film pour poser la question du rôle de l'école au XXIe siècle, et derrière cette question-là, finalement une question encore plus large, qui est la question de la citoyenneté. Qu'est-ce que ça veut dire d'être citoyen au XXIe siècle ? Parce qu'on a à peu près l'habitude de penser qu'être citoyen, ça voulait dire aller mettre un bulletin dans une urne une fois tous les 5 ans, respecter la loi à peu près entre les deux. On se rend bien compte des limites de cette définition. Et si on veut former des vrais citoyens, on ne va plus pouvoir se contenter de réciter notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Mais on va devoir commencer à l'incarner vraiment. Et dans les établissements scolaires que j'ai filmés, en fait, la citoyenneté, c'est la colonne vertébrale du projet pédagogique. Parce que pour se sentir libre dans une classe, il faut pouvoir se déplacer, il faut pouvoir créer, il faut pouvoir se tromper. Pour se sentir l'égal de l'autre, il faut d'abord avoir compris qu'on a de la valeur et se sentir écouté et respecté. Et puis la fraternité, en fait, c'est pas vraiment un concept, c'est quelque chose qu'on comprend tous plus ou moins le jour où on est en difficulté et où quelqu'un vient nous aider. Et c'est quelque chose qui, je crois, s'éprouve au quotidien. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, durant tes 26 heures de rush? Qu'est-ce qui t'a... Ah oui, je ne voyais pas ça comme ça, j'en étais pas consciente. C'est peut-être une bonne idée, une méthodologie innovante? Beaucoup de choses. D'abord, l'école, moi, je l'avais quittée vraiment en courant. J'étais très, très contente de la quitter. Et tous les enseignants que j'ai rencontrés sur cette route-là m'ont donné envie d'y retourner. Donc déjà, ça, c'était la première surprise. Ensuite, j'ai été surprise par leur générosité, leur humilité, le fait que c'est un peu, pour rebondir sur ce que disait Henri tout à l'heure, il y a dans les établissements scolaires que j'ai filmés, donc ils sont 9, de la maternelle au collège, publics et privés, aux 4 coins de la France, et aucun ne se revendique d'une pédagogie spécifique. En fait, ils ont tous fait un mix de toutes les idées qu'ils ont été cherchées à droite à gauche, et en fait, eux se définissent aussi comme des chercheurs. C'est-à-dire qu'ils inventent, ils remettent en question leurs pratiques tous les jours, et ils prennent des idées, et ils en font, comme le dit Isabelle Pelou dans le film, leur sauce. Finalement. Donc ça aussi, c'était très étonnant. Et puis alors après, on voit des enfants courir pour aller à l'école, des enfants qui n'ont pas envie de sortir en récréation, des enfants de 6 ans qui font de la philo, qui règlent leurs conflits entre eux avec l'aide de médiateurs. On voit des enfants qui vous disent à 8 ans, c'est pas parce qu'on est tout petit qu'on peut pas essayer de faire quelque chose. Il y a plein de... Franchement, on passe son temps à avoir les yeux écarquillés par ce qui se passe dans ces établissements scolaires-là. Je peux pas te faire la liste un témoignage, je sais pas, un échange que tu as eu avec un élève, que ce soit de la maternelle. En fait, c'est plus général que ça. C'est-à-dire que on voit des enfants qui ont pratiquement tous l'air d'être très contents d'être là. On voit des enseignants qui sont très heureux de faire leur métier. Ça vient d'où ? Parce qu'ils se sentent, parce qu'on fait attention à eux en tant qu'individus, qu'on les aide du coup à trouver leur place dans le groupe. Et je crois que ce qui est très important de rappeler, on a un débat sur l'éducation en France qui est d'une violence inouïe. Si vous regardez un peu les articles qui paraissent, si vous regardez les réseaux sociaux, en particulier Twitter, je veux dire, il y a des pages et des pages et des pages d'insultes. Il y a des livres qui sortent qui s'appellent « Les assassins de l'école ». Enfin, on est à un niveau de conversation qui est extrêmement violent. Et
On a aussi un problème, je crois, de valorisation du métier enseignant. On demande beaucoup aux enseignants, on ne leur dit pas du tout assez merci. Et du coup, on a un climat dans lequel c'est très difficile à la fois de parler d'éducation et de se sentir bien finalement dans une école, parce qu'il y a aussi des enseignants qui sont à bout de nerfs, qui sont seuls, qui ne se sentent pas assez formés, etc. Et là, j'étais face à des enseignants qui, un jour, n'étaient plus à l'aise avec leur façon de pratiquer leur métier et qui, du coup, avaient été chercher des solutions. Alors, ils avaient lu des livres, ou ils avaient vu des films, ou alors ils avaient été parler à d'autres enseignants, ou ils s'étaient formés sur leur propre temps et leur propre denier, et ils avaient trouvé quelque chose qui était plus en accord avec ce qu'ils étaient eux. Et je crois que ça, c'est l'une des clés fondamentales. On ne peut pas demander à des enseignants qui n'ont pas confiance en eux, à des adultes qui n'ont pas confiance en eux, d'apprendre à des enfants à avoir confiance en eux, à se sentir bien. Et donc, il règne dans ces écoles-là un climat où on fait attention aux individus, qu'ils soient enseignants ou enfants, où les enseignants travaillent en équipe, où ils se sentent soutenus. Et donc, voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles ils sont tous plutôt contents d'être là. Comment on peut faire remonter ça, par exemple, à notre gouvernement ? Dans l'éducation nationale, il y a à peu près 1 million de personnes. 1 million de personnes, ça ne pense pas d'un bloc, ça ne bouge pas d'un bloc. Tout le monde ne pense pas la même chose au sein de l'institution. C'est vrai pour le ministère, c'est vrai pour à peu près tous les échelons. Il y a des gens au ministère, des inspecteurs et des enseignants qui ont envie que ça bouge. Il y en a d'autres à tous ces mêmes échelons qui n'ont aucune envie de faire différemment. Donc je crois que ce qu'il faut, c'est encourager ceux qui ont envie de faire autre chose à le faire. Et notamment pour ce qui est des enseignants, peut-être à se faire confiance, parce que je crois qu'il y a une vraie question de confiance. Et c'est un peu pour ça qu'on a fait un film, c'est pour contribuer vraiment à notre échelle à une conversation qui serait à la hauteur des enjeux. C'est-à-dire où on ne parlerait pas que de l'orthographe, du latin, de l'uniforme et des effectifs, mais où on se poserait plus généralement la question de savoir à quoi sert l'école, vers quoi on veut aller, et qu'on essaye en tant que société de se mettre d'accord sur cette question-là pour ensuite décider de comment on y va, en fait. Et tes prochains projets ? C'est un peu tôt pour en parler de manière construite, mais ça ne va pas être très très loin de l'éducation. De l'éducation. Est-ce que vous avez des questions ? J'en suis sûre que oui. Je peux... En fait, Isabelle Peloux a cette question-là. Isabelle Peloux, qui est l'une des enseignantes que j'ai filmées et qui est la directrice de l'école du Colibri aux Amanants dans la Drôme. Elle dit c'est pas parce qu'on a appris à se faire taper dessus quand on est petit qu'on est meilleur pour se faire taper dessus quand on est grand. Et donc, en fait, cette idée selon laquelle ces enfants auraient été cajolés et en fait, quand ils arriveraient dans le vrai monde, alors que le vrai monde, ce soit le collège, où en fait la vie professionnelle, c'est un peu la même idée, et qu'ils aient un choc encore plus grand parce qu'ils n'ont pas été préparés à la dureté du monde, je crois que c'est un petit peu une idée reçue. Et la raison pour laquelle je pense ça, c'est que finalement, ces enfants-là, on leur a appris à être très autonomes. On leur a appris à chercher. On leur a appris qu'ils pouvaient croire en eux, qu'ils avaient des talents, etc. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont généralement, je crois, plus adaptables, finalement, que des enfants qui sont cassés parce qu'ils n'ont aucune confiance en eux et qui se sentent nuls, etc. Et je peux vous donner un tout petit exemple sur des élèves que j'ai filmés qui étaient au primaire quand je les ai filmés et qui maintenant sont au collège, dans un collège de secteur tout à fait classique. Dans leur école, ils travaillaient énormément sur la question de l'environnement. C'était une éco-école, ils avaient un potager, une mare pédagogique, ils avaient écrit des textes sur le climat, ils avaient marché pour le climat au moment de la COP21, etc. Et donc pour eux, c'était vraiment préserver la planète, c'était une priorité. Et ils arrivent au collège et tout d'un coup, il n'y a plus rien sur l'environnement. Bah, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait le dossier pour que leur collège devienne un éco-collège, en 6e. Donc en fait, voilà, l'environnement ne me convient pas. Donc, en fait, comment est-ce que je peux contribuer à changer l'environnement ? Donc, le sentiment que j'ai, c'est qu'au contraire, ils sont plutôt beaucoup mieux outillés, beaucoup mieux équipés pour affronter le monde qui est effectivement parfois très dur. Et puis aussi, voilà, l'espoir qu'il y a dans ces écoles, c'est justement
que d'éduquer les enfants comme ça va être un facteur pour essayer de transformer la société dans laquelle on vit, pour qu'elle soit un peu plus juste, un peu plus égalitaire, un peu plus respectueuse voilà, de chacun et de l'environnement dans lequel on vit. Si je peux me permettre, et comme par bonheur ils sont contagieux, vous dites dans le million de personnes qu'il y a dans l'éducation nationale, il y en a beaucoup qui ne veulent pas bouger d'un iota. Non, je dis qu'il y a les deux, ouais. Ouais. Est-ce que cette contagion peut permettre à très court terme, parce qu'à mon sens il y a urgence, à très court terme justement de mettre en avant qu'il est grand temps de changer nos comportements, de changer notre façon de voir, etc. Est-ce que ça peut être des éléments déclencheurs très positifs pour qu'enfin ça bouge pour les décisionnaires? Je crois que l'enthousiasme est par nature positif et assez contagieux, effectivement, comme vous le dites. Et j'ai l'impression, mais je ne sais pas si tu as un avis là-dessus, parce que tu avais plus longtemps que moi que tu t'intéresses au monde de l'école, mais j'ai l'impression que ça bouge et qu'il y a de plus en plus d'enseignants qui pensent comme ça aujourd'hui. En fait, les éléments de réponse que je peux donner, c'est pas que de l'impression. Il y a des études assez claires. Il y a quand même, on a énormément de résultats des travaux sur l'histoire de l'éducation. Donc que ce soit pour avant ou aujourd'hui. Déjà pour les enfants issus d'écoles particulières, il y a beaucoup d'études. C'est pas nouveau les écoles particulières. Leur taux de réussite et d'échec et d'intégration est sensiblement le même que des écoles ordinaires. Donc là, on n'a ni plus ni moins. Enfin, c'est pas moi qui le dis, donc il y a beaucoup d'études dessus. En revanche, par rapport à l'image qu'on a de l'éducation nationale, il y a 1 million de personnes et c'est comme un TGV lancé à pleine vitesse. S'il freine d'un coup, il dérape. Et toutes les études montrent effectivement que l'école n'est ni inerte, ni caisse de résonance. Elle a ce qu'on appelle en physique les corps visqueux. Ils avancent comme ça, un petit peu. On ne peut pas contrôler dans quelle direction. Ils ne sont pas dans un lit de courant, il va dans un sens. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est pour faire des changements systémiques, il faut épouser vraiment et comprendre les mécanismes de cette viscosité et y agir. On ne peut pas, paf, ça y est, ça c'est à la mode, lançons tout le monde dans cette direction. Ou bien croire qu'on est inerte. C'est faux. Toutes les études, tous les documents montrent que l'école d'aujourd'hui n'est pas celle qu'il y a 15 ans, n'est pas celle qu'il y a 20 ans, n'est certainement pas celle qu'il y a 100 ans. Et il y a urgence, mais il y a des gens qui veulent bouger dans un sens, d'autres qui ne veulent pas bouger, les autres qui veulent bouger dans l'autre sens, et puis dans un autre, et puis dans un 5e, dans un 6e. Comment on fait pour que ça ne tire pas à U à Dia? Ou est-ce qu'il faut que ça tire à U à Dia et dans tous les sens? Donc vous voyez, c'est quelque chose de... C'est pour ça qu'il y a vraiment... Ça relève de l'étude des systèmes complexes. C'est ça. C'est donner envie de travailler, d'aller dans un sens. Pas forcément le même, pas forcément partagé. Ce qui est urgent, et la seule chose qu'on peut agir sans faire déraper, faire tomber ce truc, c'est d'arrêter cette logique de la sanction. Et ça, c'est très important. Ceux qui expérimentent, ceux qui sortent, ceux qui font ceux qui sont des braconniers, parce que moi, j'adore cette image de braconnage pédagogique, comme Michel de Certeau dit que les lecteurs, il fait ce qu'il en veut du texte, et ben on fait ce qu'on veut dans la classe. Et ça, il faut arrêter la logique de la sanction, parce que quelque part, même d'un point de vue scientifique, pourquoi sur moi qui innove tombe la responsabilité d'administrer la preuve de ma réussite? Pourquoi celui, mon collègue, qui fait comme on a toujours fait, il ne doit pas prouver, lui, que ses élèves réussissent ou pas, alors que rien ne me dit qu'ils réussissent, que plutôt même PISA me dit qu'ils ne réussissent pas. Donc, j'aimerais bien peut-être une marche là, vous m'entendez? Oui, ça va. Oui, une version moins scientifique, plus poétique de la chose. Mais il me semble que chaque fois qu'un véritable changement a été opéré, il l'a été par la présence d'une personne ou d'un groupe de personnes, de chercheurs, qui sont intensivement affairés à leur tâche, c'est-à-dire qui sont véritablement dans une observation inattendue. Je crois qu'il y a un état d'imagination qui fait que quelque chose de neuf peut émerger. Et à ce moment-là, quand de tels événements apparaissent, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire des sciences, dans l'histoire de la physique, il y a tout d'un coup, la mécanique quantique, c'est tout d'un coup un regard d'une personne à un endroit, puis un autre, et encore un autre, des groupes qui se retrouvent et qui sont très minoritaires. Et je crois beaucoup dans la force des minorités. Je ne crois pas que ce soit à grande échelle. On ne doit pas attendre des solutions venant des ministères. Des ministères, finalement, qu'est-ce qu'on peut attendre? Une oreille ouverte, comme un enseignant dans sa classe, une oreille ouverte pour voir émerger ce qui peut venir.
Mais ce n'est pas le grand courant visqueux qui fera émerger de lui-même des solutions. Je crois que c'est cette attention à l'inattendu, à la diversité, mais surtout à des moments de présence, des moments d'intensité. Oui, madame. Oui, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que en fait, des nouvelles méthodes puissent être pilotées par des volontaires au niveau de l'éducation nationale, qu'on ne pourrait pas, je dirais, forcer les gens dans un premier temps. Enfin, on ne peut pas faire du tout d'un seul coup, ça je l'entends bien. Mais il faut quand même que, j'imagine que vous envisagez quand même une organisation au niveau, parce qu'un enfant, il ne peut pas être sur, je ne sais pas, en CP, être avec un enseignant qui a fait foi de nouvelles méthodes, et puis après se retrouver en CE1 avec quelqu'un qui travaille de manière conventionnelle. Donc après, est-ce que vous envisageriez par exemple des écoles expérimentales qui regrouperaient des gens qui pratiquent ces méthodes-là, etc. Alors moi personnellement, j'envisage pas grand-chose dans la mesure où je suis ni enseignante, ni membre de l'éducation nationale, etc. Vraiment, je suis là en tant que témoin de la parole des enseignants que j'ai rencontrés. Je crois qu'il faut faire attention aux mots nouvelles méthodes aussi, parce que comme vous le disiez, je crois tous les deux, ce dont on parle, en fait, c'est pour la majorité hérité de l'éducation nouvelle, donc du début du XXe siècle, de Montessori, de Freinet, etc. Donc, c'est pas, en fait, il n'y a rien de nouveau, mais ça ne se passe pas dans la majorité des écoles. Et je pense que, pour revenir aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, on adore le mythe de l'homme providentiel dans ce pays. Et de la même façon, on a tendance à attendre la réforme providentielle qui va venir nous sauver et qui va tout changer. Je crois que ça n'arrivera jamais. Et que donc la seule chose qu'on peut faire finalement, c'est permettre aux enseignants, en tout cas dans un premier temps, s'ils ont envie de faire quelque chose de différent, de le faire et de s'en emparer. Il y a un truc en France qui s'appelle la liberté pédagogique, qui veut dire qu'une fois que la porte de la classe est fermée et tant que le programme est respecté, l'enseignant peut enseigner d'une manière ou d'une autre. Donc c'est déjà le cas finalement. Aujourd'hui, un enfant qui passe du CP au CM1, au CE1, au CE2, il passe par 3 enseignants et il y aura peut-être des méthodes extrêmement différentes. La seule chose, c'est que cette liberté pédagogique aujourd'hui, là où elle est un tout petit peu fausse, c'est que si les enseignants n'ont pas, au moment de leur formation, accès à différentes façons de faire, en fait, ils ont une liberté, mais sans exemple. C'est comme s'ils avaient une mallette à outils qui était quasiment vide. Donc je crois que ce qui est très important, et surtout si on veut un changement systémique, c'est d'essayer de repenser la formation initiale, mais la formation aussi continue des enseignants pour leur permettre de voir des différentes façons de faire et aussi de s'emparer d'outils différents. Parce que ce que disent les enseignants dans Une idée folle, en fait, c'est que ce qu'ils font, ils ne considèrent pas que tous les enseignants devraient le faire. Et ils enseignent chacun un peu avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils ont découvert, avec leur passion. Il y en a un qui adore la musique, donc qui fait chaque année une comédie musicale, un spectacle d'1h30 qui compose avec ses élèves, etc. Il y en a une autre qui est passionnée par les arts graphiques et qui fait travailler ses maternelles sur un artiste pendant 4 mois d'affilée. Et je ne crois pas que cette diversité-là soit dangereuse. Je pense qu'elle est très riche. Et en revanche, en tout cas, ce que j'aimerais, moi, c'est qu'elle soit toujours faite dans un climat de confiance, de bienveillance, avec ce travail sur la coopération, sur la prise d'initiative et cet éveil citoyen à l'impact qu'on peut avoir dans le monde. Je ne sais pas si ça répond à votre question. On peut encore prendre 2-3 questions. Oui, c'est quoi le site internet ? Pardon. Le site internet, c'est unidefolle-lefilm.com. Et donc, sur le site, il y a à la fois la liste de toutes les projections à venir. Il y a aussi une adresse mail de contact pour organiser une projection, parce que le film est distribué exclusivement grâce à des projections citoyennes. Donc, n'importe qui peut organiser une projection. Vous pouvez le faire. Voilà, exactement. Et vous pouvez aussi précommander le DVD qui sortira à Noël sur le site. Se rendre sur le site d'Ashoka aussi. Tout à fait. Monsieur ?
Oui, par exemple, tout à l'heure, quand on parlait des écoles, parce que c'est vrai que quand on parle uniquement des enseignants, en éducation, on parle de 3 niveaux. Le niveau micro, qui est dans la classe, le niveau mezzo de l'établissement, dans son territoire, et du niveau macro, qui est tout le système éducatif. Et effectivement, la table ronde d'aujourd'hui, elle se situait plutôt au niveau du qu'est-ce qui se passe entre un établissement et les interactions qu'il peut entreprendre avec son territoire. Alors, on l'a abordé effectivement par la tangente, en parlant du rapport à la terre, au tri, à l'agricole, et il s'aventuait, on est extrêmement ancré dans le territoire, parce qu'on estime que l'école, c'est un lieu de savoir, qui doit entretenir, qui doit ouvrir ses portes aux ressources des lieux de savoir de son territoire. C'est pour ça qu'on les fait travailler en collaboration étroite avec des entreprises, où il y a des départements R&D, avec les laboratoires de recherche, en disant qu'il faut casser les silos, écoles, universités, labos. Alors, pourquoi territoire? Parce qu'ici, il y a une question sous-jacente de pilotage territorial des établissements. On sait que les établissements, en tout cas en France, l'école c'est piloté par la municipalité, le collège par le département, le lycée par la région. Comment on fait pour cantonner du côté, là, non pas de l'acteur isolé dans sa classe, comme peuvent être les enseignants, mais cantonner en responsabilité des politiques publiques? Je décide des budgets pour mon territoire. Aujourd'hui, on dit, voilà, pourquoi ne pas financer les expérimentations? Parce que ça existe, hein, les écoles freinées uniquement, les écoles Montessori. Il y en a toujours eu dans l'éducation nationale. Est-ce qu'on leur flèche des moyens? Comment on flèche des moyens pour les zones d'éducation prioritaire? Donc, qu'est-ce qui est de singulier dans l'école? Est-ce que c'est le type d'élèves qu'elle accueille, donc comme les REP? Est-ce que c'est le type de pédagogie qu'elle pratique? Et comment je réagis quand je suis pas seulement comme un territoire ressource, où il y a des artisans qui accueillent, il y a des chercheurs, mais comment je fais pour nourrir ou pas, aider à la différenciation ou pas des écoles qui sont implémentées sur un territoire. Et deuxième chose que je dirais, un peu plus métaphorique pour rejoindre un peu le langage poétique à côté, c'est qu'aujourd'hui, en France, il y a de plus en plus des gens qui conçoivent la relation de l'école dans un espace qui n'est pas un territoire physique, mais le territoire numérique. Et ça, c'est extraordinaire. La meilleure et la plus active salle des maîtres, elle est en ligne. Moi, je ne suis pas content avec mes collègues, et ben, je vais discuter avec eux sur Twitter, au Facebook, etc. Et cela a amené une internationalisation. Aujourd'hui, je n'hésite pas à aller chercher des ressources pour un cours de géographie au Québec, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, pour les maths à Singapour. Et ça pose un réel défi de pilotage pour le territoire, parce que je m'émancipe en tant qu'enseignant libre de faire plein de choses. Et pareil, pour nous en France, on casse tout le temps du sucre sur le dos de l'école, mais j'ai envie de dire que s'aventurer à notre petite échelle, nouveaux dispositifs, on a déjà réussi à séduire l'Angleterre à petite échelle dans le Sussex et Beijing, carrément, là, des centaines d'enseignants à l'école normale de Chine. Donc on peut produire, nous également, en tant qu'école insérée dans un territoire français, pour des territoires à l'étranger. En Finlande aussi ou pas? Alors, pas encore, mais ça nous sera tardé. Quel grand pays, la Finlande, en termes de... Quand même, on n'est pas que mauvais. Une dernière question pour clôturer, madame. Alors, il n'est pas là. Il devait être là justement, c'est pour ça que voilà, je fais une petite touche sur la Finlande. Il n'a pas pu venir, donc sinon c'était forcément le 4e panéliste de cette table ronde. On lui passe bien le bonjour. Juste pour revenir sur l'idée des territoires, dans tous les établissements scolaires qui sont dans une idée folle, il y a vraiment une volonté effectivement d'être ouvert sur le territoire. Et être ouvert sur le territoire, ça veut dire développer les relations. À la fois, ça peut être avec la mairie, ça peut être avec les associations locales. Et c'est aussi, évidemment, avec les parents, en fait. Ils parlent de communauté éducative et ils conçoivent vraiment le projet de ces établissements-là ouverts sur le territoire dans lequel ils se trouvent. Et ils sont aussi souvent des pôles de formation pour d'autres enseignants pour essayer justement de faire tache d'huile et de proposer leurs ressources, de montrer ce qu'ils ont appris eux à ceux que ça intéresse.